Ma grand-mère a eu une crise cardiaque. J'ai appelé mon père. S'il te plaît, viens, c'est grave. Et il n'est pas venu. Sa seule réponse. Tu es plus proche, gère cela. 7 heures plus tard, nous l'avons perdu. Lors de sa cérémonie commémorative, l'avocat de la famille a lu son dernier mot. Papa est devenu Blancan. Ma grand-mère a eu une crise cardiaque un mardi après-midi. J'ai appelé mon père pour le supplier de venir. Il a répondu que j'étais plus proche et que je devais m'en charger. Je suis donc resté assis seul dans cet hôpital pendant 7 heures. Tard dans la nuit, ils m'ont laissé entrer dans sa chambre. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Elle a prononcé les 3 mêmes mots qu'elle disait chaque fois que je franchissais sa porte depuis 20 ans. Tu es revenu. Peu de temps après, elle s'en est allée. Lors de la cérémonie commémorative, mon père s'est assis au premier rang comme s'il avait toujours été présent. Ensuite, l'avocat de la famille a lu sa dernière lettre et tout a changé. Je m'appelle Addison. Je travaille dans la préservation de documents. Je passe mes journées à protéger les histoires des autres. Je sauvegarde de vieilles lettres et des dossiers judiciaires. Je m'occupe des archives successorales et des photographies qui tomberaient en poussière sans les soins appropriés. Je m'assure que les objets laissés par les gens survivent assez longtemps pour avoir de l'importance. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. J'ai passé ma carrière à protéger des héritages alors que ma propre famille traitait le mien comme s'il n'existait pas. Je dois vous parler de ma grand-mère avant de vous dire ce qu'elle m'a laissé. La maison n'est pas l'histoire. Elle est l'histoire. Leonora vivait au bord d'un lac. C'était une petite maison au bout d'un chemin de gravier avec un quai qui penchait légèrement sur la gauche. Il y avait un porche avec une chaise à bascule repeinte tant de fois que l'on pouvait voir les couches sur la coudoir en regardant de près. La fenêtre de la cuisine donnait sur l'eau. Le matin, la lumière traversait et frappait le comptoir d'une manière qui rendait tout lent et sûr. Il y avait un dessin sur le réfrigérateur. Je l'avais fait quand j'avais 6 ans. Elle ne l'a jamais enlevé. J'allais dans cette maison chaque week-end possible. J'y allais chaque été et à chaque fête quand personne d'autre ne voulait faire le trajet. Mon père vivait à moins d'1 heure de route. Il ne venait presque jamais. Il avait l'adresse. Il ne l'utilisait tout simplement jamais. Leonora était la seule personne de ma famille qui me voyait sans avoir besoin que je sois utile d'abord. Mon père avait un mot pour moi qu'il utilisait comme un titre. Il m'appelait la forte. Il pensait que c'était un compliment. Ce n'était pas un compliment. C'était une description de poste. Quand quelque chose se cassait dans la famille, c'était moi qui le réparais. Quand quelqu'un avait besoin de paperasse ou d'un appel téléphonique ou d'une gestion de crise, mon père se tournait vers moi. Il disait tu vas t'en occuper. Ce n'était pas une question. C'était une conclusion. Mon frère était différent. Quand mon frère avait des difficultés, la famille se rassemblait. Quand mon frère était triste, quelqu'un demandait ce qui n'allait pas. Quand j'avais des difficultés, mon père disait que j'étais dramatique. Je me souviens d'une nuit quand j'avais environ 10 ans. J'avais de la fièvre. Mon front était brûlant et je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Mon frère avait un événement scolaire le lendemain matin. Il en était nerveux depuis des semaines. Mon père est entré dans ma chambre et m'a regardé. Il a dit ton frère a besoin de quelqu'un pour le conduire tôt demain et ta mère ne peut pas le faire. J'ai besoin que tu sois forte ce soir car je dois me concentrer sur lui. Il m'a tendu un verre d'eau et a éteint la lumière. Il a fermé la porte. Je suis resté allongé dans le noir avec les dents qui claquaient. J'ai pensé que c'était cela être forte. Cela signifie que personne ne revient pour vérifier. C'est la nuit où j'ai arrêté de demander des choses. J'avais 10 ans. Leonora a été celle qui m'a appris qu'être utile et être aimé n'était pas la même chose. Elle savait quels aliments je n'aimais pas sans que je lui dise. Elle savait quand j'étais bouleversé même quand je souriais. Elle était la seule personne qui ait jamais dit ralentis et parle-moi car j'écoute. Tous les autres dans ma famille parlaient vite et fort et se coupaient la parole. Leonora s'asseyait et attendait en laissant le silence faire le travail. Un après-midi quand j'étais jeune, je suis arrivé chez elle après une mauvaise journée. Je pleurais. Mon père m'avait dit d'arrêter de faire un drame pour quelque chose dont je ne me souviens même plus aujourd'hui. Leonora n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle m'a emmené dans la cuisine. Elle n'a pas fait de thé. Elle n'a pas offert de nourriture. Elle s'est simplement assise en face de moi et a attendu.
Ensuite elle a dit quelque chose que j'ai gardé avec moi chaque jour depuis. Elle a dit: un enfant ne devrait pas avoir à être fort tout le temps. Parfois pleurer ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu as été seul avec ce poids pendant trop longtemps. Je n'avais pas compris cette phrase à 7 ans. Je l'ai comprise à 27 ans. Et je n'ai jamais cessé de l'entendre. Chaque matin d'été à la maison du lac, Lenora mettait 2 chaises sur le quai. Une pour elle et une pour moi. Quand j'étais petite, la deuxième chaise était minuscule. Au fur et à mesure que je grandissais, la chaise changeait. Il y avait toujours 2 chaises face à l'eau et toujours côte à côte. Elle apportait son café et j'apportais ce que je buvais cet été-là. Et nous restions assis sans parler pendant les 20 premières minutes. C'était notre accord. 20 minutes de rien. Juste l'eau et les oiseaux et le son du quai grinçant sous nous. Ensuite elle disait: d'accord, raconte-moi quelque chose. Et je le faisais. Personne d'autre dans ma vie ne m'a jamais donné 20 minutes de silence pour ensuite me demander de parler. Tous les autres remplissaient le silence avant que je puisse le faire. Elle fredonnait dans la cuisine chaque matin. La même mélodie. Je n'ai jamais appris le nom de la chanson. Je ne peux pas la reproduire maintenant. Mais je me souviens du rythme. Je le ressens parfois dans mes poignets quand je classe des documents au travail. Cette pulsation basse et régulière appartient à une cuisine dans laquelle je ne me tiens plus. Lenora a eu une crise cardiaque un mardi. Un voisin a vu l'ambulance et m'a appelé. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit que c'était grave. Il a dit: tu étais plus proche. Occupe-t'en. Il a raccroché. Il vivait à moins d'1 heure de route. Il n'est pas venu. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. J'ai rempli des formulaires. J'ai parlé au médecin. J'ai répondu aux questions sur ses médicaments et ses antécédents et ses allergies. Je connaissais chaque réponse car j'étais celle qui prêtait attention. Je me suis assise dans ce couloir pendant 7 heures. Personne de ma famille n'est venu. Personne n'a appelé. Tard dans la nuit, une infirmière a dit que je pouvais la voir. Lenora avait l'air plus petite que la femme qui s'asseyait sur le quai avec moi chaque été. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai tenu sa main. Elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardé et a dit la chose de la même manière qu'elle l'avait dite chaque week-end pendant 20 ans quand je franchissais sa porte. Tu es revenu. 3 mots. Mais cette fois-ci il portait chaque visite et chaque été et chaque 20 minutes de silence sur le quai. Chaque fois que je me présentais quand personne d'autre ne le faisait. Elle a toujours su que je viendrais. Elle n'était jamais surprise. Juste reconnaissante. Elle a fermé les yeux. Elle ne les a plus rouverts. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit que Lenora était partie. Sa première question a été: qu'a dit le médecin au sujet des préparatifs? Ce n'était pas: comment vas-tu Unib, je suis désolé de ne pas avoir été là. Les préparatifs. La cérémonie a eu lieu dans une église près du lac. Mon père est arrivé tôt. Il portait un costume sombre. Il a serré des mains à la porte. Il s'est tenu à l'avant de la pièce et a accepté les condoléances de personnes qui ignoraient qu'il n'avait pas rendu visite à sa propre mère depuis des mois. Il s'est assis au premier rang. Il a tenu la main de ma mère. Il ressemblait à un homme en deuil. Il ressemblait au personnage principal de l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me suis assise au fond derrière des cousins que je connaissais à peine. Derrière des voisins qui avaient vu Lenora plus souvent que son propre fils. Je me suis assise là et j'ai regardé mon père jouer une perte qu'il n'avait pas méritée. Après le service, l'avocat de la famille nous a demandé de rester. C'était un homme âgé qui connaissait Lenora depuis des années. Il a ouvert un dossier. Il a dit que la succession était simple. Une propriété et un bénéficiaire. Il a lu la lettre que Lenora avait écrite. Je laisse la maison du lac à ma petite fille Addison. Elle est venue chaque week-end et chaque été et chaque fois que cela comptait. Les autres avaient l'adresse. Ils ne l'ont tout simplement jamais utilisée. L'atmosphère a changé. La posture de mon père est devenue rigide. Mon frère a regardé le sol. Ma mère a regardé mon père comme elle le faisait toujours quand quelque chose d'inattendu se produisait. Elle attendait qu'il donne le ton pour pouvoir s'y adapter. Mon père a regardé l'avocat. Ensuite il m'a regardé et dans ses yeux j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère ou de la tristesse mais quelque chose en dessous de ces deux émotions.
Le regard d'un homme qui venait d'être décrit en une seule phrase par sa propre mère. La phrase était précise et dévastatrice et écrite avec une encre qui ne pouvait pas être effacée. Elle est venue et pas eux. Il s'est levé. Sa mâchoire était serrée. Ses mains étaient à plat sur la table. Je pouvais le voir décider quoi dire et calculer quelle version de ce moment il pouvait contrôler. Mais le Nora avait déjà écrit la seule version qui comptait. Et pour la première fois de ma vie le récit ne lui appartenait plus. Mon père m'a rattrapé dans le couloir avant que j'atteigne la porte. Il n'a pas attendu d'être en privé. Il n'a pas baissé la voix. Il a dit que sa mère n'était pas dans son bon sens quand elle a écrit cela. Il a dit que le testament était émotionnel et irrationnel. Il a dit qu'aucune personne raisonnable ne laisserait une propriété à un petit enfant plutôt qu'à son propre fils. Il a dit qu'il parlerait à son propre avocat. Je l'ai regardé. J'ai dit que la capacité de Lenora avait été documentée avant qu'elle ne signe quoi que ce soit. Son avocat a confirmé le testament. Il a été notarié et validé par des témoins. Tout était dans le dossier. Il s'est arrêté. Non pas parce qu'il l'acceptait mais parce que c'était la première fois que je lui répondais avec des faits au lieu du silence. Il n'était pas habitué à cette version de moi. Il a récupéré vite. Il s'est penché et a dit « Ce n'est pas une question de papier. C'est une question de famille. Et dans cette famille nous réglons les choses ensemble. » J'ai dit « Nous ne réglons pas les choses ensemble. Tu règles les choses en me disant de m'en occuper et je m'en occupe seul. » Cela a été l'arrangement toute ma vie. Il m'a dévisagé. Je suis passé devant lui et j'ai franchi la porte. Au cours des 2 semaines suivantes mon père ne m'a pas appelé. Il a appelé tous les autres. Il a appelé ses cousins. Il a appelé les anciens voisins de Lenora. Il a appelé des amis de la famille qui connaissaient ma grand-mère depuis des décennies. Il leur a dit à tous la même chose. Il a dit que sa mère avait été confuse durant ces derniers mois. Il a dit que j'avais passé trop de temps avec elle et influencé ses décisions. Il a dit que le testament ne reflétait pas ses vrais souhaits. Il ne se battait pas pour la maison. Il se battait pour l'histoire. Car dans ma famille la personne qui contrôle l'histoire contrôle tout. Et mon père avait été le narrateur toute ma vie. Les gens ont commencé à me regarder différemment. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années a envoyé un message disant qu'elle avait entendu dire que je faisais pression sur Lenora. Une ancienne amie de la famille a laissé un message vocal disant qu'elle espérait que je ferais ce qui est juste. La version que mon père construisait a voyagé vite car elle était simple et confirmait ce que les gens voulaient croire. Qu'une vieille femme tranquille avait été exploitée par une petite fille qui la visitait trop souvent. Visitait trop souvent. C'était l'accusation. Que j'étais trop présente. Dans une famille où personne n'était jamais présent, ma présence était la chose qu'il trouvait suspecte. Mon frère m'a envoyé un message. Il a dit « Papa est vraiment blessé ». J'ai fixé ce message pendant longtemps. Ensuite j'ai répondu. J'ai dit que j'étais blessé moi aussi. Pendant des années personne n'avait envoyé de message à ce sujet. Il n'a pas répondu. J'ai conduit jusqu'à la maison du lac un samedi matin. La première fois sans Lenora. Je suis resté assise dans la voiture pendant quelques minutes avant d'entrer. La clé était sous la même pierre où elle avait toujours été. Elle ne l'a jamais déplacée. Elle disait que si quelqu'un a besoin d'entrer il devrait pouvoir le faire. J'ai ouvert la porte et l'odeur m'a frappé en premier. Son savon. Le bois est quelque chose de légèrement doux que je ne pourrais jamais nommer mais que je reconnaîtrais n'importe où. La chaise à bascule sur le porche était toujours tournée vers l'eau. Le comptoir de la cuisine portait encore une marque de sa tasse de café. Le dessin que j'avais fait à 6 ans était encore sur le réfrigérateur tenu par le même aimant. Les lunettes de Lenora étaient sur la table d'appoint à côté de sa chaise. Il y avait une tasse de thé à moitié finie sur le comptoir de la cuisine. Elle avait été ici récemment. La maison retenait son souffle. J'ai marché dans chaque pièce. J'ai touché les murs. J'ai ouvert les placards. Je me suis assise dans sa chaise et j'ai regardé le lac à travers la fenêtre qu'elle avait regardée chaque matin pendant des décennies. L'eau était plate et grise et calme. Le quai penchait sur la gauche comme il l'avait toujours fait. Ensuite j'ai trouvé la boîte. Elle était dans le placard du couloir. Une boîte à chaussures ancienne. Les coins étaient mous. Je l'ai ouverte en m'attendant à des documents.
Des papiers légaux ou peut-être quelque chose que l'avocat avait raté. Ce n'étaient pas des documents. C'étaient des cartes et des notes manuscrites et des lettres de vacances et des dessins que j'avais faits enfant. Il y avait une photographie de Lenora et moi sur le quai avec nos 2 chaises. Il y avait une fleur pressée d'une promenade que nous avions faite quand j'avais 9 ans. Chaque petit objet que je lui avais jamais donné ou partagé avec elle était gardé et organisé et daté avec son écriture au dos. Rien dans cette boîte n'avait de valeur monétaire. Rien ne tiendrait devant un tribunal. Mais chaque morceau de papier dans cette boîte était la preuve de la même chose. Elle me voyait. Elle a gardé les preuves. Non pas parce qu'elle avait besoin de le prouver à qui que ce soit mais parce que cela comptait assez pour elle pour le conserver. Au fond de la boîte se trouvait un mot plié avec son écriture petite et régulière. Il disait « Cette boîte est ton passé. La maison du lac est ton futur. Protège les deux. » J'ai tenu ce mot et je me suis assise sur le sol du couloir. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis que j'étais enfant. De façon forte et désordonnée et seule comme je pleurais toujours dans des pièces où personne ne pouvait m'entendre. Mais cette fois la maison était à moi. Les murs qui contenaient la vie de Lenora me contenaient aussi. 2 jours plus tard mon père est venu à la maison du lac. Il n'a pas frappé. Il est entré comme on entre dans un endroit que l'on croit posséder. Il a regardé autour de lui et a dit « Nous devons trier cela avant que les choses ne deviennent émotionnelles. » Il a dit que vendre la maison et partager les bénéfices était la chose juste à faire. Il a dit qu'il avait déjà parlé à un agent immobilier. J'étais debout dans la cuisine. La cuisine de Lenora. Sa tasse était encore sur le comptoir. Ses lunettes étaient encore sur la table. Le dessin de sa petite fille était encore sur le réfrigérateur. J'ai regardé mon père et j'ai dit « Cette maison est à moi. Le testament est à mon nom. Elle n'est pas à vendre. » Il a dit « Tu penses que tu mérites cette maison parce que tu as rendu visite. » J'ai dit « Non. Je mérite cette maison parce que je suis venu chaque week-end. Chaque été. Chaque fois que Lenora était malade ou seule ou effrayée ou voulait juste quelqu'un pour s'asseoir avec elle. Je suis venu. Tu vivais à moins d'1 heure de route. Tu avais la même adresse. Tu avais la même route. Tu n'as tout simplement jamais roulé dessus. Il a dit « Ce n'est pas juste. » J'ai dit « Tu n'es pas venu à l'hôpital. » Elle a été seule pendant 7 heures. J'ai rempli les formulaires. J'ai tenu sa main. J'ai entendu ses derniers mots. Et maintenant tu te tiens dans sa cuisine et tu parles d'agents immobiliers. Dis-moi ce qui n'est pas juste. Il n'a pas répondu. Il a regardé le lac par la fenêtre. Il a regardé la chaise à bascule. Il a regardé une maison qu'il n'avait pas visitée depuis des années. Et il l'a vu comme les gens voient les choses qu'ils ont ignorées quand ils en avaient l'occasion et qu'ils ne peuvent plus se permettre d'ignorer. Il est parti sans dire un autre mot. La réunion en mémoire de Lenora a eu lieu le week-end suivant. Ce n'était pas le service à l'église mais une plus petite réunion à la maison du lac. Ses voisins l'ont organisée. Des gens qui la connaissaient depuis des décennies. Des gens qui s'étaient assis sur ce porche et avaient mangé à cette table et regardé le lac changer de couleur avec les saisons. Ma famille est venue. La pièce était pleine de gens qui avaient connu Lenora de manière que mon père n'avait jamais connue. Mon père allait parler. Tout le monde s'y attendait. Il était le fils. Il était le représentant de la famille. Il avait la voix que la pièce reconnaîtrait comme l'autorité. Je me suis levé en premier. Je ne l'avais pas prévu. Je n'avais pas de notes. Je me suis juste levé et la pièce s'est tournée vers moi. J'ai commencé à parler avant de pouvoir m'arrêter. J'ai dit « Je veux vous parler de sa cuisine ». Ensuite je me suis arrêté car ma voix s'est brisée. J'ai attendu. La pièce a attendu avec moi. J'ai dit que sa cuisine avait cette fenêtre qui donnait sur l'eau. Le matin la lumière traversait et tout semblait sûr. J'ai dit qu'elle fredonnait une chanson chaque matin et que je n'en ai jamais appris le nom mais que je la reconnaîtrais n'importe où. Je me suis arrêté à nouveau. J'ai regardé le sol. Ensuite j'ai dit qu'elle mettait souvent 2 chaises sur le quai. Une pour elle et une pour moi. Et nous restions assises là pendant 20 minutes sans parler. C'était notre accord. Et quand les 20 minutes étaient écoulées elle disait « D'accord, raconte-moi quelque chose ». Et je parlais. J'ai dit qu'elle n'interrompait jamais. Elle n'a jamais dit d'être forte ou d'arrêter de faire un drame. Elle écoutait simplement.
J'ai pris une inspiration. J'ai dit certaines personnes vous aiment parce que vous êtes forte. Certaines personnes vous utilisent parce que vous êtes forte. Et ensuite j'ai regardé la pièce et j'ai dit ma grand-mère était la seule personne qui connaissait la différence. La pièce est devenue silencieuse. Mon père était assis au premier rang avec ses remarques préparées à la main. Pour la première fois de sa vie la pièce n'attendait pas sa version. Je suis sorti après. Je me suis tenu sur le porche. Le lac était sombre. L'air sentait la pluie. Une femme est sortie derrière moi. La voisine de Lenora de l'autre côté de l'eau. Elle venait dans cette maison depuis plus longtemps que j'étais en vie. Elle s'est tenue à côté de moi et a dit Lenora parlait de toi chaque semaine jusqu'à la toute fin. Elle a dit Lenora avait l'habitude de dire qu'un jour elle mettrait 2 tasses de café sur ce quai au lieu d'une tasse et d'une boîte de jus. Elle a dit qu'elle était heureuse que ce jour soit arrivé. J'ai regardé le quai. Les 2 chaises étaient encore là. Une pour elle et une pour moi. Sauf que maintenant l'une d'elles était vide et l'autre était la mienne. Après la réunion les appels des proches ont cessé. Pas tous en même temps mais régulièrement comme une marée qui se retire. Les gens qui avaient entendu la version de mon père en premier avaient maintenant la mienne. Et la mienne n'avait pas besoin de volume ou de répétition. Elle avait juste besoin de la vérité. Les voisins de Lenora ont confirmé ce que j'ai dit. Son médecin a confirmé sa compétence. Son avocat a confirmé le testament. Et les gens qui connaissaient Lenora depuis le plus longtemps savaient qui venait et qui ne venait pas. Ils étaient ceux qui s'étaient assis sur ce porche et avaient regardé les saisons changer avec elle. Ils l'avaient toujours su. On ne leur avait tout simplement pas posé la question jusqu'à présent. Mon père est allé voir un avocat. Il voulait contester le testament. Mais le testament était propre avec la capacité documentée et notariée et validée par des témoins. Son propre avocat lui a dit qu'il n'y avait pas de dossier. Il a dépensé des semaines et de l'argent à pousser contre une porte qui n'allait jamais s'ouvrir. Et quand elle est restée fermée il ne m'a pas appelé. Il est juste devenu silencieux. Pas le silence d'un homme qui choisit de ne pas parler. Le silence d'un homme qui n'a plus rien à dire. J'ai emménagé dans la maison du lac à la fin du mois. Je n'ai pas apporté grand-chose. Quelques boîtes et des vêtements. Les choses que vous portez quand vous ne fuyez pas quelque chose mais que vous marchez vers elle. La maison était déjà pleine. Les meubles de Lenora. La vaisselle de Lenora. L'odeur de Lenora dans les rideaux et les tapis et le bois des murs. Je n'ai pas refait la décoration. Je n'ai rien réorganisé. J'ai mis ses lunettes sur le rebord de la fenêtre où la lumière du matin les frappait. J'ai mis la boîte de cartes sur l'étagère à côté de ses livres de cuisine. Je me suis assise dans la chaise à basculer, j'ai tiré sa couverture sur mes jambes. J'ai regardé le lac et j'ai laissé la maison me tenir comme elle le faisait autrefois. Le premier matin j'ai fait du café et j'ai marché jusqu'au quai. J'ai sorti 2 chaises comme elle l'avait toujours fait. Je me suis assise dans la mienne. L'autre était vide. L'eau était calme. Les oiseaux étaient les mêmes oiseaux. Le quai penchait toujours sur la gauche. Tout était exactement comme avant. Sauf que la personne qui rendait tout cela important était partie. Je suis resté assise là pendant 20 minutes en silence. Notre accord. Ensuite j'ai dit à voix haute à personne et à tout le monde d'accord, raconte-moi quelque chose. Et le lac n'a rien répondu. Mais je suis resté car rester était le but. Cela avait toujours été le but. Les premières semaines ont été étranges. Pas exactement solitaires. Autre chose. J'entendais continuellement des sons qui n'étaient pas là. La bouilloire qu'elle allumait. Le grincement de sa chaise. Le fredonnement de cette chanson que je ne pouvais jamais nommer. J'entrais dans la cuisine en m'attendant à la voir. Le comptoir était vide et la lumière était la même. Et je restais là un moment en portant le poids d'une pièce qui était pleine d'elle et vide d'elle en même temps. Il y a des matins où je vérifie encore mon téléphone en m'attendant à ce que mon père appelle avec une crise à résoudre. La crise ne vient pas. Le silence qui suit n'est pas encore la paix. C'est juste l'absence de bruit. J'apprends la différence. J'ai commencé à faire des choses que Lenora avait l'habitude de faire. Non pas parce que je l'avais décidé mais parce que la maison me l'a appris. J'ai commencé à faire du café avant le lever du soleil car c'est le moment où la lumière sur le lac est la plus douce. Et Lenora disait toujours la meilleure heure de la journée est celle pour laquelle personne d'autre n'est réveillé.
J'ai commencé à m'asseoir sur le porche après le dîner avec la couverture sur les jambes et le son de l'eau faisant ce que fait l'eau. J'ai commencé à fredonner sans m'en rendre compte. Un soir je me suis surprise à le faire et je me suis arrêtée. Puis j'ai recommencé car la cuisine ne devrait pas être silencieuse. Elle n'aurait pas voulu cela. J'ai trouvé un petit jardin derrière la maison que je n'avais jamais remarqué enfant. Des herbes pour la plupart envahies par la végétation maintenant. Le Nora s'en occupait depuis des années et personne ne le savait. Je me suis mise à genoux et j'ai arraché les mauvaises herbes. J'ai arrosé ce qui restait et je suis resté là pendant longtemps avec mes mains dans la terre. J'ai pensé à une femme qui faisait pousser des choses tranquillement dans un endroit que personne ne visitait. Elle n'avait jamais parlé du jardin à personne. Non pas parce que c'était un secret. Elle n'avait pas besoin que quiconque le voie pour que cela ait de l'importance. C'était le Nora. Elle ne jouait pas son amour. Elle le plantait et elle lui faisait confiance pour grandir même quand personne ne regardait. Une nuit je ne pouvais pas dormir. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert la boîte de cartes. Je l'avais déjà parcouru une fois mais rapidement. Cette fois j'y suis allé lentement. Carte par carte. Mot par mot. Je les ai étalés sur le comptoir comme je le fais avec les documents au travail. Sauf que ce n'étaient pas des registres de transactions ou des accords légaux. C'étaient les registres d'une femme qui remarquait sa petite fille. Une carte d'anniversaire avec une fleur dessinée à la main à l'intérieur. Un mot qui disait « Je suis fier de toi aujourd'hui ». Glissé dans une enveloppe sans timbre car elle me l'avait remis en personne. Une photographie de nous deux sur le quai avec la date écrite au dos. Toujours sa petite écriture régulière. Chaque morceau de papier dans cette boîte était la preuve de la même chose. Elle me voyait. Elle a gardé les preuves. Tout au fond se trouvait une carte que je n'avais pas vue auparavant. C'était pour mon anniversaire. Je ne sais pas de quelle année. L'enveloppe était douce par l'âge. Je l'ai ouverte et je l'ai lue debout au comptoir de la cuisine où elle s'était tenue 1000 matins avant moi. La carte disait « J'ai prié pour qu'un jour tu trouves des personnes qui t'aiment. Non pas parce que tu es forte. Mais pour qui tu es. Mais en attendant que ce jour arrive je voulais que tu saches que c'est ainsi que je t'ai aimé. Pas pour ta force. Pour toi. » J'ai posé la carte. J'ai posé mes mains sur le comptoir et j'ai pleuré. Pas le pleur rapide et silencieux que je m'étais entraîné à faire. L'ancien type de pleur. Profond. Le genre qui vient d'un endroit que l'on croyait scellé depuis des années. J'ai pleuré dans la cuisine de Lenora et au comptoir de Lenora et dans la maison de Lenora. Seul comme j'avais toujours pleuré dans des pièces où personne ne pouvait m'entendre. Mais quand cela s'est arrêté j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je ne me suis pas essuyé le visage pour faire comme si cela n'était pas arrivé. J'ai allumé la bouilloire. J'ai pris la tasse de Lenora sur l'étagère. Celle avec le petit éclat sur la poignée qu'elle n'a jamais remplacée. Elle disait que les choses cassées qui fonctionnent encore valent la peine d'être gardées. J'ai fait du thé. Je me suis assise à sa table. J'ai bu dans sa tasse. Et j'ai continué. Le lendemain matin j'ai marché jusqu'au quai. J'ai sorti les 2 chaises. Je me suis assise dans la mienne avec mon café. L'autre chaise était vide. L'eau était calme. Un oiseau a traversé le lac assez bas pour toucher la surface puis a grimpé à nouveau. J'ai regardé la chaise vide et j'ai pensé à chaque version d'elle. La toute petite quand j'étais enfant. La plus grande à mesure que je grandissais. La vide maintenant. Et j'ai réalisé que la chaise ne concernait jamais la personne qui s'asseyait dedans. Elle concernait le fait que quelqu'un la mettait toujours là. Quelqu'un faisait toujours de la place. Mon père m'a dit toute ma vie que j'étais la forte. Il a utilisé ce mot pour me faire travailler et me faire porter les charges et me faire résoudre des problèmes qui n'étaient pas les miens. Ainsi il n'avait pas à les résoudre lui-même. Il n'a jamais demandé une seule fois si j'allais bien. Il ne s'est jamais assis en face de moi pour attendre. Il n'a jamais mis 2 chaises pour quoi que ce soit. Lenora connaissait la vérité. Je n'étais pas forte. J'avais juste été seul avec cela pendant trop longtemps. Et cette maison du lac. Ce petit endroit tranquille que personne dans ma famille ne trouvait digne du trajet. C'est devenu l'endroit où j'ai cessé d'être seul avec cela. Elle m'a laissé la preuve que quelqu'un avait prêté attention tout le temps. Que chaque visite comptait. Que chaque 20 minutes de silence sur le quai était entendu.
Que le dessin sur le réfrigérateur n'allait jamais être enlevé. Que la deuxième chaise était toujours la mienne. Tu es revenu. C'est ce qu'elle a dit. Et je l'ai fait à chaque fois. Et je suis encore là. S'il y a eu une Lenora dans votre vie. Quelqu'un qui vous a vu quand personne d'autre ne regardait. Quelqu'un qui vous a aimé. Non pas parce que vous étiez utile mais parce que vous étiez vous. Je veux que vous écriviez son nom dans les commentaires. Ils vous ont porté. Même s'ils ne sont pas là pour le lire. Dites leur nom. Ils l'ont mérité. Et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est en ce moment. Je veux voir jusqu'où son histoire a voyagé. Si celle-ci est restée avec vous, abonnez-vous. Je vous verrai dans la prochaine.